Le 28 février 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film anglais Scrooge, A Christmas Carol, texte intégral. Je crois que le directeur du cinéma Édouard VII a eu du flair en ne nous montrant A Christmas Carol qu'après David Copperfield, la comparaison eut assez nui à la carrière de ce dernier film. De ces deux adaptations de Dickens, l'une, David Copperfield, vient d'Hollywood, l'autre d'Angleterre. De part et d'autre, on a travaillé avec toute la piété et toute la fidélité possible. Mais les Américains ont eu beau déployer une application assez touchante. On sent continuellement dans leurs films la cuisine, les fonds de leur studio. C'est un roman véridique de Dickens qui se déroule dans d'assez froids décors de théâtre. Au contraire, chaque image de A Christmas Carol baigne dans l'ère de Dickens. Elle appartient à Dickens non seulement par la vérité des moindres détails matériels, cet antre d'un vieux grigou, cet intérieur d'un malheureux rond de cuir, mais par les nuances des éclairages, le grain de la photographie. À Hollywood, on aperçoit toujours, derrière les sujets d'époque, les traces de la machinerie moderne. La perfection même de cette machinerie, la photo brillantée et léchée, ne permet jamais aux Américains d'atteindre, du moins dans des films à costume, à ce relief, cette subtilité d'eau forte qui met un tel accent dans A Christmas Carol. Il y a dans A Christmas Carol une suite de tableaux admirables. Toutes les scènes dans la sordide échoppe de l'avare Scrooge, dans son logis délabré et glacé de vieux célibataires, tout l'épisode du cauchemar où il se voit mort, dépouillé par deux épouvantables mégères, sa blanchisseuse et sa femme de ménage, qui arrachent à sa dernière couche, draps, rideaux, couvertures, pour les bazarder au marché des chiffonniers. Voilà une belle, une complète traduction, sans minutie mesquine, des dons les plus originaux, les plus typiques d'un écrivain. C'est au pittoresque de Dickens et au Londres de 1840 ce que serait au Paris de la même époque une restitution fidèle par le cinéma des garnis, des boutiques, des pensions de famille de Balzac. On peut regretter que, conçu dans un tel esprit, A Christmas Carol n'ait pas les mêmes attraits romanesques que David Copperfield. Le cas de chacune de ces adaptations est inversé. David offrait au cinéma une matière trop touffue, trop fourmillante, qu'il fallait à tout prix schématiser. A Christmas Carol n'est qu'un conte un peu menu pour nourrir 2 heures de cinéma. Une moralité dont l'écran accuse fatalement la composition un peu mécanique. La ladrerie féroce de Scrooge, les 3 visions qu'il a pendant une nuit de Noël et qui entraînent le lendemain matin sa conversion. L'intérêt dramatique se déplace un peu trop lentement pour le cinéma, qui est avant tout un art en action. Il faut ici s'attacher surtout aux détails, mais je répète qu'ils en valent la peine. A Christmas Carol comporte toute une part de fantasmagorie dont la réalisation n'est pas très égale. On a répété plusieurs fois quelques effets de flou assez faciles, mais les Anglais sont parvenus à indiquer l'irréalité du 3e cauchemar, l'étonnante scène des chiffonniers, uniquement par la lumière qui, à peine plus intense, ou si son foyer avait été déplacé de quelques pouces, aurait pu créer un tableau du réalisme le plus cru. Le film est avant tout destiné à produire dans le rôle de Scrooge un vieil acteur anglais, M. Seymour Hicks, qui était déjà très célèbre vers 1895. Sa composition de l'avare richissime et l'octeux est magnifiquement burinée avec la pointe de caricature que Dickens ajoute toujours à des héros de cette sorte. Mais dans les scènes de cauchemar, la mimique de M. Hicks renferme des conventions assez périmées. Je préfère pour ma part M. Donald Caltrop dans le rôle de bout en bout admirable du commis de Scrooge, Bob Cratchit, l'humble scribe aux doigts éternellement gourds tant il fait froid dans les bureaux d'Harpagon, le pauvre diable accablé de famille mais qui a conservé sous l'habit ridiculement étriqué de la misère la philosophie résignée et l'humeur folâtre d'un saute-ruisseau. Voilà ce que l'on peut appeler un comédien humain et émouvant par les moyens les plus simples.